You want Philly Philly? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Les Eagles sont à 1-0. Vous êtes habitués, on ne sait plus trop ce que c'est la défaite. On n'arrive plus trop à faire ça. Non, je vais arrêter de me la péter parce que dans 2 semaines, quand on va avoir perdu un match, je serai plus compliqué. Mais en tout cas, très heureux de vous retrouver avec cette saison qui a commencé vraiment de la meilleure des manières, même si le fond n'est peut-être pas irréprochable. On va y revenir. Pour m'accompagner, j'ai à ma gauche, à mon extrême gauche même, mais n'y voyez pas de connotation politique, notre cher François, Eagles FR, qui est avec nous. Bonjour François. Salut Victor. Et oui, on est invincible depuis le début de la saison 2025. Et à mon centre gauche, j'ai monsieur Loïc Badoine. Bonjour Loïc. Hello, ça va? Ça va. Donc Loïc, au niveau du spectre politique, tu as plus de chances de finir Premier ministre que François ou moi. Hein, puisque... Ouais, mais moi je veux tout envoyer péter. Pour tout vous dire, moi je suis à droite de la droite, donc je suis pas télétravail très pour tout le monde. Hein. Ouais, télétravail pour tout le monde. Alors, Grégory n'est pas là, hein, évidemment, il n'a pas réussi à supporter autant de pression, faire ce podcast de rentrée, c'est pas pour tout le monde, il faut un peu d'expérience, c'est comme ça, ça Mais arrive. c'est lui qui va finir à l'Élysée surtout. Ah oui, peut-être, ça serait drôle. Et moi je m'attendais à ce que ce soit Loïc qui ne soit pas là, parce qu'en général, après une défaite des Cowboys, il a la gueule de bois, mais je suis content de t'avoir avec nous. Eh bien, écoute, on va en parler de ce match comme d'habitude, évidemment, un petit résumé, ça commence mal avec un touchdown des Cowboys, auquel on répond par un touchdown, puis un touchdown des Cowboys, auquel on répond par un touchdown, puis un field goal des Cowboys, puis un touchdown de notre part, puis un field goal des Cowboys. 21-20, autant vous dire qu'il y a des points à chaque action. On arrive ensuite en deuxième mi-temps, field goal, fumble des Cowboys, et là, le ciel se déchire. Alerte, éclair, intempéries, orage. Pendant 1 heure, le match est suspendu. Et on revient pour une incroyable fin de match que je vous décris maintenant. Punt, 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 turnover and downs. Fin du match. 24-20 pour les Eagles. On a vraiment eu 2 matchs. Tout pour l'attaque en première mi-temps. Tout pour la défense en seconde mi-temps. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler, mais Loïc, on est obligé de commencer par ça. A.J. Brown, 8 yards dans ce match. Devonta Smith, 16 yards dans ce match, si je ne dis pas de bêtises. Saquon Barkley, 18 courses, 60 yards, donc 3,3 yards de moyenne. Autant dire que personne n'a été à son niveau, personne, sauf Jalen Hurts, qui nous a vraiment porté pendant la majorité de ce match. Ah bah c'est lui qui nous fait gagner le match en attaque, clairement. Je sais pas si on peut dire qu'il a été parfait, mais presque. Il n'y a pas grand-chose à dire sur son match. Il était vraiment bien en rythme tout de suite. Il a bien lu la défense, il a pris ce qu'il y avait à prendre. Et... parfait. François, 19 sur 23, avec 3 balles lancées en touche. Hein, donc sur le terrain, il est quasiment à 19 sur 19. 152 yards. Au sol, 14 courses, 62 yards, 2 touchdowns. Pas de touche-push. Hein. 2 vrais touchdowns au sol, je tiens à dire pour les rageux. On mentionne évidemment, par contre, Jan Dodson, hein, 59 yards. Dallas Goedert, 44 yards. On a trouvé peut-être pas les moyens les plus classiques de gagner un match. Mais voilà, sous l'impulsion de Jalen Hurts, qui a su faire les bons plays, l'attaque a fait suffisamment dans ce match et honnêtement, Jalen Hurts, là, il a été un peu tout seul. Je donne juste une stat avant de te donner la parole sur ce qu'on appelle le CPOE, qui est donc la
la capacité à être over-expected, donc au-dessus des attentes par rapport aux passes complétées, il est numéro 1 de la Ligue après la semaine 1. François, vraiment, Jalen Hurts, on n'a plus de mots. C'est pas toujours spectaculaire, mais il ne sait faire que gagner. En fait, ce qui est super intéressant sur ce match, l'avantage d'avoir le match le jeudi, c'est que j'ai pu me le refaire plusieurs fois. Et il y a un truc super intéressant. On pourra revenir sur le schéma offensif, mais il y a un truc où Hurts a vraiment progressé depuis 3 ans. Mais là, sur ce match, ça a été révélateur de son fameux, j'allais dire 19 sur 19. C'est qu'il a progressé dans ses lectures. Il a couru quand il devait courir. Il n'a pas couru trop tôt. On pourra reparler de A.J. Brown, mais il y a des moments où Brown aurait pu être ouvert. Il l'a regardé, il est passé à la suite. Il est allé jusqu'à la 3e lecture. Du coup, oui, les Cowboys sont bien défendus en couverture et ça, on va leur laisser ça en défense. Mais Hurts, en réponse, il a pris quoi? 8 yards qui restaient, 12 yards qui restaient. Il n'a pas forcé. Enfin, il y a un an, parce que du coup, je me suis plongé. Il y a un an, on disait non, mais Hurts, il va falloir qu'il s'arrête de tout forcer là. Il nous envoyait des interceptions à tout va sur les premières semaines. Là, c'est impressionnant. Il a fait ce qu'il fallait faire, à la fois sur le jeu de passe, qui n'a pas été grandiose, mais ce n'est pas son problème. Et il a fait les courses qu'il fallait faire quand il fallait les faire. Et avec notre équipe et avec notre effectif, en fait, c'est tout ce qu'on attend. Comme tu dis, hein, c'est ce qui fait gagner. Tu as mentionné Dodson et Goddard. Smith et Brown n'étaient pas là. On ne sait pas bien pourquoi. Honnêtement, moi, je suis convaincu que Brown était blessé. Il a quand même été aligné pour que les Cowboys soient forcés de couvrir un A.J. Brown et de le prendre en compte. Et du coup, c'est Goddard et Dodson qui sont là. Et donc, au lieu d'avoir 2 cibles comme l'année dernière, si maintenant tu as 4 cibles, il y a des coordinateurs défensifs qui vont commencer à avoir mal à la tête en se préparant aux Eagles. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, voilà, A.J. Brown qui fait 0% de séparation sur ses courses sur ce match. Devonta Smith très peu impliqué aussi. Loïc, est-ce qu'on considère que c'est un mauvais match de la part de ces joueurs individuellement? C'est un problème de coaching ou c'est les deux? C'est dur de se faire une opinion définitive. Je pense qu'il y avait les joueurs étaient un peu rouillés d'une part. Parce que Devonta Smith aussi a loupé pas mal de jours d'entraînement, je crois, au camp à cause d'une blessure au dos. Mais non, oui, il va falloir surveiller l'attaque, les schémas de jeu les prochaines semaines. Je trouvais que ça manquait de spacing. Il n'y avait pas de motion avant le snap. C'était un peu comme une attaque de pré-saison, quoi. Franchement, c'était nul. C'était boring. C'était ennuyeux à mort. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, on marque 21 points sur les 3 premiers drives. Hein. Donc c'était ennuyeux, mais efficace au début. Et efficace contre une défense où tout le monde dit que c'est une des pires contre la course de la ligue. Oui. Donc, non, mais écoute, faudra voir les prochaines semaines. Là, c'était une première semaine contre un rival de division avec des joueurs qui sont ou qui ont été blessés comme Dickerson, A.J. Brown, Smith, pas des joueurs mineurs non plus, donc à surveiller. François, qu'est-ce qu'on regrette de plus? L'absence de passe en dehors des nombres, comme on dit, c'est-à-dire sur la ligne de touche, l'absence de passe peut-être intermédiaire et longue, ou comme dit Loïc, finalement, c'était un peu notre match de pré-saison et puis on jugera vraiment dans les prochaines semaines? Ce qu'on va devoir juger sur les prochaines semaines, c'est trop tôt, hein, c'est une semaine 1, mais on savait que c'était un point de vigilance, c'est le coordinateur offensif, c'est pas tout tôt. On va pas lui tomber dessus après une semaine 1 où les joueurs sont rouillés et lui aussi. Hein. Mais l'air de rien, il a mentionné un peu le spacing, Loïc, donc je vais pas revenir dessus. Moi, le truc que j'ai relevé qui m'a vraiment perturbé, c'est un effet à double lame, c'est qu'on a fait beaucoup de heavy personnel, donc avec 2 tight ends, voire 3. Et ce qui est hallucinant, c'est que sur ces calls, donc évidemment, tu fais du heavy personnel, donc tu es attendu sur le run, tu cours. Et là, notre deuxième tight end, c'est Calcaterra. Et si vous avez envie de vous faire mal, vous regardez le match et vous regardez Calcaterra. Et à chaque fois qu'il bloque, Calcaterra, il se fait défoncer.
Et j'en profite pour le petit laïus, parce qu'on parle souvent des réceptions pour les Titans, mais il ne faut pas oublier que les Titans, c'est clé dans le jeu de course. Pour nous, Goddard est un excellent bloqueur. Sur ce match, Calcaterra a été cataclysmique. Et honnêtement, il est une des raisons pour lesquelles le jeu de course n'a pas marché. Mais l'autre raison, c'est que si tu n'as pas un grand Titan numéro 2 bloqueur, tu n'appelles pas ses plays. Alors peut-être que la blessure de Vince Sumeren sur le premier snap a un peu perturbé, qu'il y avait ce package de play dispo avec un fullback qui a été switché avec un Titan. Si c'est ça, j'espère qu'on va corriger parce que c'était un peu déprimant. Mais honnêtement, j'ai pas de mal à mettre ça sur la rouille de la première semaine. Encore une fois, on ressort avec la victoire. Quand on voit les résultats par ailleurs en NFL, on ne va pas se prendre. Oui, je pense qu'au niveau du bloc, comme tu disais, on a aussi été obligé de surutiliser Granson et Calcaterra parce que Ben Van Sumeren, qui avait un peu ce rôle de deuxième bloqueur, s'est blessé sur la première action et il sera absent toute la saison. Puis il y a eu un autre problème, c'est que globalement, quand Hurts était juste à côté du centre, c'était une course, et quand il était en shotgun, c'était une passe. Donc on aurait tout aussi bien pu avoir un panneau en disant on fait une course ou on lui fait une passe. Et mine de rien, ça facilite la vie de la défense quand tu sais quel type de play arrive. Oui, ça je suis d'accord. Il va falloir qu'on devienne un petit peu plus imprévisible. Au niveau de la défense, bon, alors je vais parler 2 minutes de Jalen Carter quand même, qui au bout de 6 secondes de jeu, il n'y a même pas eu encore une action, enfin si, il y a eu le coup d'envoi, mais il n'y a pas participé, il se fait exclure parce qu'il a craché sur Dak Prescott. Bon, moi je vais être clair, on ne découvre pas que Jalen Carter, c'est pas le mec le plus intelligent sur Terre. J'ai vu des mecs commencer à dire « Oui, Dak Prescott, il a craché en premier. » Dak Prescott, il a craché par terre, d'accord ? Jalen Carter, il a craché sur Dak Prescott. Ça fait toute la différence. Donc, ça fait partie de la NFL, le trash talk. Il ne faut juste pas y répondre. Il n'avait pas à cracher. Il a été logiquement expulsé du match. Et ça a eu plusieurs conséquences fâcheuses. C'est que, on ne sait pas vraiment à quoi ressemble notre pass rush avec Jalen Carter cette saison, puisqu'on a vu l'année dernière qu'avec ou sans lui, ce n'était absolument pas le même pass rush, qu'on soit clair. Et 2, ça a obligé Jordan Davis et Moro Ojomo à jouer quasiment tout le match. Donc, erreur débile. Je pense que connaissant Lurie et compagnie, il n'a pas passé une bonne semaine. À lui de montrer qu'il a compris, entre guillemets. J'y crois qu'à moitié, parce que dans son interview, il rigolait comme un débile et voilà. Et il refera des conneries dans sa vie, mais on va espérer qu'il ne les fasse pas sur le terrain. Parce que, bon, bah voilà, quand il est sur le terrain, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Donc, en espérant que son retour en semaine 2 soit une bonne nouvelle. Cela étant dit, on va parler des joueurs qui étaient présents sur le terrain. Donc, on prend 20 points en première mi-temps. On est assez catastrophique. On en prend 0 en deuxième mi-temps. Ça va beaucoup mieux. Loïc, verre à moitié plein ou verre à moitié vide ? Tu me réponds juste ça et après, j'adapte ma question. Non, mais à moitié plein. Hein. À moitié plein. Alors, parlons de ce qui va bien. Est-ce que Jordan Davis n'a pas fait le plus grand match de sa carrière ? Je m'explique. Le problème d'un Jordan Davis, c'est qu'après 2 cartons, il était cramé. On le savait, ça a toujours été comme ça. Là, il a été au même niveau du premier au 4e carton et il a probablement été un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur des Eagles dans ce match. Et en plus, on a un duo de linebacker, Zach Bone, Jihad Campbell, qui a été absolument extraordinaire. Est-ce qu'on va parler des choses qui n'ont pas été bonnes, mais entre Jordan Davis, Jihad Campbell, Andrew Mukuba, est-ce qu'on n'est pas déjà content d'avoir des réponses positives, même si ça ne fait qu'une semaine, concernant des joueurs qui seront forcément clés pour cette saison ? Moi, je pense que pour les 2 rookies, il va falloir attendre de voir sur plusieurs semaines. Pour Jordan Davis, je pense que, en fait, ce qui est aussi le bon point pour moi, c'est qu'il continue sur sa lancée des playoffs, sur son pass rush. Parce qu'on savait tous très bien que pour la défense contre la course, il était bon. Là, on voit qu'il est dans la continuité des playoffs sur le pass rush, hein, puisque
honnêtement, ils peuvent finir avec 2 sacs. Prescott a été très bon en face pour éviter les sacs. Mais non, moi je pense que l'expulsion de Carter a permis de voir que Jordan Davis avait progressé sur tous les points que tu as cités, plus le point du pass rush. Donc pour moi, c'est la satisfaction du match avec le fait que pour la deuxième année de suite, les rookies contribuent tout de suite. Ce qui est très important en NFL. Tu as besoin d'un turnover chaque année de son frais. Donc moi, je suis pas inquiet pour cette défense, même s'il y a un gros trou au poste de CB2. Je pense qu'avec Carter et Davis au milieu, ça va masquer beaucoup de choses, plus les linebackers, plus les safeties. Loïc, t'as pris le verre à moitié plein, laisse-moi le dire. Vas-y, je te laisse le vide. Vas-y, on te laisse le vide. Alors, le vide s'appelle Adoree Jackson. Ouais, mais lui. Mais pas que. Il y a quand même 2 points qu'on a un peu tous notés, François. C'est l'absence de pass rush pour la majorité du match, 0 sac. Et évidemment, les questions qui se renforcent autour du cornerback numéro 2. Alors, comme tu parles de 0 sac, en plus, moi, je vais faire une transition parce que Loïc, tu as parlé du fait que Davis a failli avoir des sacs. Je vais commencer par Mitchell qui a failli avoir une interception et honnêtement, on parle souvent de ta grand-mère, Victor, qui honnêtement aurait pu l'avoir. Là, ma grand-mère, elle intercepte le ballon, ça c'est sûr. Donc, et honnêtement, je pense que tu laisses sur le terrain, tu laisses sur le match, tu laisses 2 sacs, 2 interceptions. Et Mitchell, à un moment, on est en train de le considérer comme un top cornerback. Il va falloir qu'il les prenne, celle-là, parce que ça clôture le match 5 minutes plus tôt. Ça, c'est quand même un truc dans la partie vers à moitié vide pour moi, parce qu'on aurait pu tuer le match et les drives bien plus tôt, et c'était mérité. Et Adoree Jackson, j'ai même pas envie. C'est pire en revoyant le match qu'en voyant le match. C'est catastrophique. Il laisse CeeDee Lamb à l'extérieur sans utiliser en support de safety. Il a des trucs, son effort en plaquage. Sur le run de Sanders, mon Dieu, quand il va se coutrer dans son lineman défensif. Je veux bien que, tu vois, un cornerback, ça fait toujours des trous sur 1 ou 2 couvertures quand tu tapes du CeeDee Lamb. Je veux bien que sur 1 ou 2 plays, tu te fasses allumer. Mais là, en fait, il s'est fait allumer sur tous les plays. Putain. Et en revoyant le match, tu vois, on se disait, ah ouais, Bennett, c'était moins catastrophique. Et honnêtement, tu dis, tiens, Bennett, il y a peut-être un truc, mais Bennett, c'est 3 cibles, 3 réceptions. Et tu dis, du coup, c'est bien. Et putain, parce qu'il était à côté du passeur. Tu fais, putain, on s'est pris le décalage avec Adoree Jackson qui fait super mal. Donc la question, c'est avec 10 jours, je pense sincèrement que Bennett va être starter. Et si c'est pas le cas, bordel, on va suer sur tous les snaps. Donc ouais, c'est quand même le gros truc. L'autre sur les edges, tu l'as dit, au final, je pense que l'air de rien, la présence de Carter, elle a un effet en cascade. Et puis je sais pas si on en parlera après, mais on vient de récupérer un edge numéro 3 qui est Zachary Smith, qui était le free agent bonus qu'on a pu signer. Donc sur le moyen terme de la saison, la rotation des edges, la ligne défensive, surtout avec l'appui d'un Campbell Bone, me stresse moins que ce cornerback numéro 2 où là, il va falloir que Bennett step up, sauf si on trouve un slot et que Dejin passe en outside. Mais bordel, tu regardes notre calendrier, tu regardes les paires de receveurs qu'on va se taper, tu regardes les quarterbacks qu'on va se passer, les coordinateurs et les coachs, on va se faire défoncer. Je veux dire, c'était presque le match facile de ce point de vue-là. On va continuer de se faire allumer. Et accessoirement, petite preview sur ce qui va nous arriver dimanche. Je veux bien qu'ils n'aient pas de receveur, mais ils ont une direct des Mahomes. Oui, moi je suis pas inquiet pour le pass rush parce que je pense que déjà le pass rush quand il y a Jalen Carter, il est absolument pas le même. Ça ouvre des pistes sur tout le monde vu qu'il est double teamé à chaque action. Et je pense en effet que recruter un homme d'expérience comme Za'Darius Smith, honnêtement, ça va faire beaucoup de bien. Donc, je suis pas très inquiet non plus. Par contre, là où je vous rejoins, c'est ces inquiétudes par rapport au cornerback numéro 2. Bon, apparemment, Kelly Ringo, il est mort. Je sais pas là, mais bon.
J'ai l'impression Il va finir en practice squad. Hein. Bah, je sais pas, c'est quand même inquiétant de voir que Fangio, il aime pas normalement mettre des nouveaux, etc. Là, il s'est pas posé la question 2 secondes. Il était en mode non, mais c'est Bennett. Ok, c'est Bennett, très bien. Donc oui, et je suis pas fan de passer de Jean à l'extérieur parce que je trouve qu'il a vraiment un côté playmaker qui est exactement les playmakers dont on a besoin dans le slot en fait. J'ai pas du tout envie. Et puis pour aller dans ton sens, il a un fonctionnement avec Zach Bone en slot linebacker pour se passer les tracés qui est absolument hallucinant. Et le trio de Gene Campbell, Bone, on n'est pas prêt. On n'a jamais eu ça. On n'est pas prêt. Enfin, sur le et match, même sa communication avec Blankenship aussi. Hein. Ouais. Ils inversent souvent avec Blankenship aussi. Hein. C'est aussi pour ça que je pense qu'il a l'intelligence d'être outside et de faire passer ça comme ça. Je suis d'accord avec toi, je préférais l'avoir en slot. Mais je préfère l'avoir en outside plutôt qu'Adoree Jackson. Quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, là, le problème, c'est que, sauf recrutement ou step-up en effet de Bennett, bah, ça risque d'être une question, peut-être pas chaque semaine, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, une question qui va se poser. Quoi. Le seul espoir sur Bennett, c'est que Bennett, il est arrivé quand même en fin de camp. Donc le fait qu'il ait besoin de monter en puissance, qu'il se retrouve lancé dans le bain, ce qui n'était pas forcément prévu face à du Cityland, Prescott. Voilà. Au moins, là, si Vic Fangio lui dit en début de semaine qu'il est starter, c'est peut-être pas tout à fait la même préparation. C'est vrai. Mais on va mettre une petite touche d'espoir. C'est ça. On va mettre une petite touche d'espoir. Mais du coup, quand même, on peut dire, Loïc, ça fait quand même plaisir d'avoir toujours cet effet un peu Fangio, de ça s'ajuste à la mi-temps et tu vois les effets tout de suite. Alors oui, il y a la coupure qui a clairement coupé les pattes des deux attaques. Hein. Mais malgré tout, quand tu prends 20 points en première mi-temps et 0 en deuxième, c'est pas anodin. Moi, je pense que déjà aussi, je pense que le pass rush la défense avait besoin de s'adapter au fait qu'il n'y avait pas Carter. Je pense que tu as fait un game plan autour de Carter pendant X jours. Et là, d'un coup, il n'est plus là direct. On l'a vu en deuxième mi-temps, c'était bien mieux. Moi, je trouve le pass rush, même s'il n'y a pas eu de sac, il y a eu de la pression. Ça a gagné les 1 contre 1, que ce soit Ouché, Jordan Davis. Je pense que Nolan Smith a dû en gagner 1 ou 2 aussi. Après, je trouve que oui, la défense a fait un meilleur boulot en deuxième mi-temps. Après, il ne faut pas oublier que CeeDee Lamb, il fait des gros drops quand même. C'est vrai. Je trouve que Mitchell n'a pas fait un aussi bon match qu'il faisait l'an dernier. Même si statistiquement c'est bon, je trouve qu'il était 2-3 fois à la limite. Mais bon, ça reste un premier match. Tu prends 0 points en deuxième mi-temps, c'est vrai, bien aidé par Miles Sanders. Greg, si tu nous écoutes, Miles Sanders pour la vie. Ah bah, Eagles, c'est le genre de Miles Sanders. Hein. Moi, je pensais qu'il nous avait trahis. Je le dis. Le mec qui se fait rattraper par un linebacker sur une dizaine sur 30, 40, 50 yards. Un linebacker, par Zach Bone, quand même. Ouais, mais bon. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, honnêtement, je pense qu'en fait, il est allé là-bas pour les trahir. Finalement, c'est peut-être la plus grande légende des Eagles depuis très longtemps. Moi, je vous le dis. Hein, depuis Frank Gore. Frank Gore est la plus grande légende des Eagles, à tout jamais. Je suis en train de chercher parce que ESPN, il ne me donne pas. À qui ils l'ont donné le force fumble finalement? Parce qu'il y avait 3 joueurs dessus, donc comme on ne peut pas les splitter. Pas vu. Moi, je le mettais sur Campbell en regardant. Toi, t'as Campbell et Young, je crois. Ouais, moi j'aurais mis moitié-moitié, mais c'est pas comme les sacs. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on peut séparer les sacs et pas les force fumble? Une question philosophique. Bah ouais, voilà. Philosophique si tu veux, mais enfin bon. Tu m'expliqueras quand même. Moi le demi-sac, parce que. Et pourquoi on a le droit de faire des demi-sacs, mais on n'a pas le droit de faire des tiers de sac quand il y a 3 mecs dessus? Avant, je crois que c'était le cas, non? Non. Il y a longtemps.
Ah non, avant, tu pouvais même pas splitter les sacs. Ah bon? Ouais. Non, mais moi, je pense qu'il faudrait mettre des tiers de sacs. Bref. Et bah du coup, j'essaye de les avoir, scores, etc. Mais en attendant, je vais vous faire parler. Sur les spéciales. C'est Gillette Campbell, a priori, c'est Gillette Campbell qui a le force fumble. Ok, bon bah bien pour lui. Comment dirais-je? Sur les spécial teams, on a quand même. Est-ce que j'abuse de dire qu'on a enfin la confirmation que c'était bien un problème physique pour notre ami Jack Elliott? Parce qu'en vrai, Surtout l'année après son contrat. peut-être ça Ouais. aussi, mais en tout cas, La théorie de Jack Elliott. ouais, mais là, non, mais parce que le problème, c'est que s'il avait mis les field goals à côté, je t'aurais dit oui, c'est ça, mais il y avait vraiment un manque de puissance l'année dernière. Non, Donc là, ça aurait pu partir à là, il le passait des 58, ça aurait pu aller jusqu'à 65, 70. Franchement, il est en haut des poteaux de 58. Donc, Non, on est il bien slack. d'accord. Non, mais les spécial teams ont été parfaites. Parce Même que, en Man, fait, hein. Aman, il fait que des punts. non, je mais sais pas Turpin, combien il a de eu temps le aucune ballon va se opportunité. faire, C'est mais- un des meilleurs. C'est peut-être le meilleur de la ligue, Turpin, en retour. Hein. Yes. Il a eu aucune opportunité. Non, il faut se satisfaire de ça parce que c'est pareil. En semaine 1, c'est pas forcément les trucs ajustés. Non, c'est sûr. C'est sûr, et je trouve que honnêtement, on a été plutôt très très bon là-dessus. Donc on peut être particulièrement heureux de ce qui s'est passé. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a fait le tour, on est à 1-0, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Les Kansas City Chiefs, qui à une époque était une équipe qui faisait peur, mais qui depuis, non, j'exagère un peu quand même évidemment, les Kansas City Chiefs, on va quand même se déplacer chez le finaliste en titre, à Kansas City, mais une équipe qui a perdu son premier match contre nos amis des Chargers, dans un match où la défense a été quand même bien plus faible que d'habitude. Nos amis des Chiefs qui ont perdu leurs receveurs 1 et 2, alors Rashee Rice sur suspension, Xavier Worthy sur blessure. Les Chiefs qui n'ont jamais eu autant de questions sur la ligne offensive. Là, je vais commencer par François pour changer un peu. François, on va les défoncer. Bah, si tu regardes sur le papier et sur la sortie week 1, en fait, ce qui reste aux Chiefs, j'allais dire, c'est leur réputation. Enfin, Mahomes, honnêtement, il fait des passes honnêtement complètement dévissées ou honnêtement complètement désynchronisées du receveur. J'ai pas le truc, mais il a des passes à 5 yards du receveur. Enfin, c'est flippant. Hein. La défense, comme tu l'as dit, elle se fait ouvrir par les Chargers qui sont prometteurs. Hein. On peut dire beaucoup de choses sur les Chargers, mais c'était pas ça qu'on attendait de la défense qui, soi-disant, portait les Chiefs depuis 2-3 ans. Là, tu as envie de dire, si tu regardes juste, j'allais dire de manière rationnelle, tu dis, mais en fait, toutes nos forces sont là pour appuyer sur leurs faiblesses. Et j'allais dire, en plus, notre faiblesse, qui est cornerback numéro 2, potentiellement, va se retrouver face à un receveur 3-4. Et donc, potentiellement, ok, il y a Mahomes en face, mais qui du coup n'est pas forcément le Mahomes, la réputation qu'il a. Et on va retrouver Jalen Carter, qui est un côté kryptonite pour un quarterback comme Mahomes. D'ailleurs, on l'a vu au Super Bowl parce que la pression par le centre. Voilà, si on a parlé de Davis et si on a Carter Davis comme on pense avoir, et putain, qu'est-ce qui peut déconner? Enfin, on est obligé sur la défense de pourrir la vie de Mahomes, sachant qu'il a du coup pas forcément beaucoup de choses pour lui. Oui, bah surtout que, bon, je parlais de leur ligne offensive. Simon, ça fait un premier match intéressant, mais ça reste un rookie. Suama Taia, je trouve toujours aussi décevant, et pourtant, j'y croyais, hein, moi, à l'époque. Donc vraiment, j'y croyais. Je suis vraiment déçu.
J'étais déjà déçu à l'époque en garde et je suis encore plus déçu que... déjà déçu en tackle, je veux dire. Et je suis encore plus déçu de voir que même en garde, ça ne va pas. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et Mahomes, sur ses passes longues, honnêtement, il est pas bon. Et ça fait un moment qu'il est tout simplement pas bon. Je suis désolé de dire, hein, et il y a peut-être des gens qui vont être un petit peu me dire que j'exagère ou machin ou autre. Mais là, actuellement, sur les 2 dernières saisons, il y a un monde entre lui et Josh Allen ou Lamar Jackson. Hein. Ah, mais complètement. Et puis, ce qu'il garde pour lui, c'est les petits pitchs, la créativité, le fait d'allonger les jeux. Ça, il l'a encore. Mais c'est ce que je disais, hein, le match, tu dis, attends, on parle bien du même Mahomes, là, qui est censé être la légende. L'année dernière, en saison régulière, il s'est relevé en play-off, et là, il ne redémarre pas comme il avait fait les play-offs d'AFC, il redémarre comme il a fait la saison dernière. Hein. Non, donc, de ce côté-là du ballon, honnêtement, il n'y aurait pas Andy Reid, / tout son coaching staff et / les Chiefs qui sont les Chiefs, je dirais 100% de confiance. Ouais, 100%, je sais pas, mais en tout cas, vraiment, ça inspire pas des masses non plus. Je regardais un peu, évidemment, mon meilleur ami PFF. Il a mis quoi à inoffensive 52e, 32e, 10e, 35e, 53e. Ouais. C'est compliqué. Même en défense, hein, j'ai trouvé que, par exemple, un joueur qu'on aime tous, Chris Jones, il a été bon. Mais est-ce qu'il a été bon au point d'être bon comme il l'est d'habitude? Honnêtement, je n'ai pas trouvé, quoi. Non. Donc vraiment, je trouve que là, on arrive à un moment où ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant de se dire, je sais pas trop quoi penser ou quoi attendre de cette équipe parce que là, c'est clairement pas au niveau du prétendant au titre qu'ils doivent être. Après, encore une fois, c'est chez eux, c'est Mahomes, c'est Andy Reid. À tout moment, ils se réveillent et ils nous foutent une pilule. Hein. Et c'est une revanche du Super Bowl pour eux. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que les joueurs qui ont perdu une bague, ils ont quelque chose à foutre de se venger en saison régulière? C'est une vraie question. Je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui, un peu sur l'énergie, sur les plays. Je pense que le coaching staff beaucoup. Et je pense qu'il y a des joueurs qui vont mettre en tout cas 120, 130% d'intensité. Surtout, j'allais dire, de l'autre côté du ballon, côté défense-attaque, où les joueurs, ils ont peu bougé des deux côtés. Et donc, tu vas retrouver des match-ups. Donc, je suis d'accord que c'est pas tout, c'est pas la revanche, mais je parle quand même d'une équipe comme les Chiefs qui a complètement dévissé pendant le Super Bowl. Voilà, qui du coup a aussi des choses à. Je pense qu'ils savent à peu près quoi corriger. Après, il y a des choses qu'ils pourront ou qui ne pourront pas, mais ils ont des souvenirs assez frais sur la manière de jouer différemment. Et puis même, tu le vois chaque année, dans chaque sport, quand tu joues le champion, tu as toujours une petite motivation en plus. Donc, moi, je sais pas. Les Chiefs n'ont jamais perdu 3 fois de suite avec Mahomes. Là, ils en sont à 2. Ouais, bon, ça, écoute, les séries sont faites pour être brisées. Il y a une seule série qui ne sera jamais brisée, c'est qu'on va perdre à Tampa Bay. Ça, tout le monde sait. Voilà, c'est tout. Hein, ça fait partie de la vie. On a encore. À part, on perd contre Tampa Bay, on perd contre les Seahawks. Voilà, ça, on sait. C'est comme ça. Le reste, ça va. Non, blague à part. Honnêtement, moi, je vais y aller avec mon prono et je vais être dur. Hein. Mais moi, je vois un 31-13. Je pense vraiment qu'on les domine de la tête et des épaules. François. Moi, je vais aller sur un 24-17 parce que je pense quand même que défensivement, on laisse un peu plus et qu'offensivement, on est encore un peu rouillé. Par contre, je suis très confiant sur la victoire. Loïc.
Moi, je crois qu'historiquement, on a vraiment du mal en week 2. Souvent des matchs horribles. Donc, je pense qu'on va perdre 23-20. T'es incroyable. T'es incroyable. Enfin, Eh ben, j'avais je vais- 17-0. Je veux pas pronostiquer 17 victoires. C'est bon. Alors moi, je vais vous dire un Bande truc. de faux cul. Je vais vous dire un truc sur comment je vais ouvrir. Je vais vous donner un peu les coulisses de comment je vais ouvrir la semaine prochaine. Si on gagne, je vais ouvrir sur le fait qu'on est à 2-0, que les Chiefs, on les domine, qu'on est trop fort, machin et tout. Si on perd, je vais ouvrir sur le fait que la dernière fois qu'on a perdu à Kansas City en semaine 2, Ouais, on a gagné le Super Bowl. c'était à saison 2017 et on a gagné le Super Bowl. Et c'est Voilà. marrant, je pensais à ce match-là, justement, où on avait fait un bon gros match de merde avec ce Malo qui s'était bien fait défoncer par Chris Jones. Ouais, on avait été nuls. Hein. On avait vraiment été nuls. Attends, si je me remets au score, c'est marrant parce que le score, c'est 27-20. Alors que dans ma tête, vraiment, on s'était fait bouffer. Je me demande si on met pas un touchdown à la fin pour le... Ouais, c'est possible. Ah, c'est ça. On met un touchdown d'Agolor à 8 secondes de la fin. Oui, d'accord. Ouais. Nelson, Non, mais- Nelson. Ah bah, Super Bowl légende Nelson Agolor. Hein. On lui enlèvera jamais. Hein. De toute façon, Ok. quitte à perdre un match, autant perdre un match contre une équipe AFC. C'est le moins. Ouais, enfin, quitte à gagner un... Oui, enfin, bah, autant quitte à- gagner, mais bon. À un moment donné, il faut bien perdre des matchs. Faut pas Donc, perdre de match, bon, bah ouais, mais... Oui, non, mais d'accord, mais... J'aime bien le truc, non, mais si on perd, c'est pas grave, oui. Non, mais c'est pas grave. Il vaut mieux défoncer les Rams la semaine d'après. D'accord. Si tu veux, écoute, that's a bold strategy, Cotton, let's see if it pays. Exactement. Ok, non, mais why not? Et moi, je l'annonce, cette année, on va battre les Bucks. Ouais. Teasing- Calme. Teasing du prochain épisode. Enfin, du... Calme-toi. Commence pas à dire n'importe quoi, s'il te plaît. Tu restes On calme. garde nos cartouches. C'est ça. On garde nos cartouches. Bon, bah, en tout cas, merci pour cet épisode. Désolé de pas être au max. Hein. Je vous annonce, hein, vous allez peut-être me trouver mou. Je viens d'enregistrer TDA juste avant, j'étais pareil. Mais on a fait avec les moyens du bord. Une grande journée, une grande motivation, évidemment. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour le 2-0. Merci François, merci Loïc. Merci Grégory de ne pas t'être présenté. On te pardonne parce que ouais, nous sommes des gens qui sommes dans le pardon. Merci à tous. Bonne journée. Salut, salut. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.